Le 8 novembre 2024, une mallette tombe sur la table. 5 milliards de francs CFA y apparaissent et les services burkinabés y lisent plus qu'un pot de vin. Un mécanisme patient, valise d'argent, ONG écran, relais régionaux, visant à acheter des officiers, fissurer la cohésion, puis déplacer les récits sans se montrer. Les enquêteurs choisissent alors de laisser avancer la manœuvre, d'accumuler preuves et appels cryptés jusqu'à pouvoir relier chaque geste à son origine, au lieu de frapper trop tôt. Que signifie pour vous ce test quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté? Si l'ombre dure, combien échappent encore? La promesse de ce récit est simple et exigeante. Offrir une grille de lecture précise pour comprendre comment une ingérence moderne s'installe sans bruit, comment elle teste des loyautés et comment elle peut être neutralisée sans confrontation directe. L'enjeu est immédiat. Comprendre ces mécanismes protège la souveraineté avant la crise. Ce qui est en jeu dépasse une affaire isolée ou une arrestation spectaculaire. Il s'agit de savoir comment des leviers économiques, diplomatiques et psychologiques sont combinés pour créer des zones grises où l'influence progresse plus vite que la vigilance institutionnelle. En suivant cette séquence pas à pas, le lecteur peut identifier les signaux faibles, les approches trop polies, les promesses de transition maîtrisées, les circuits financiers opaques présentés comme humanitaires. Ces éléments, pris séparément, paraissent anodins. Assemblés, ils dessinent une stratégie cohérente. Ce récit propose donc un bénéfice clair. Apprendre à relier les faits, mesurer les risques réels et comprendre pourquoi, dans le contexte burkinabé, la question posée par Ibrahim Traoré n'est pas rhétorique, mais stratégique. La première révélation est immédiate. 5 milliards de francs CFA apparaissent dans une mallette lors d'une rencontre discrète, et cette somme devient le point zéro d'une opération de démontage méthodique. La seconde suit aussitôt. 32 appels cryptés en moins de 3 semaines confirment qu'il ne s'agit pas d'un geste isolé, mais d'une mécanique déjà active, synchronisée avec des tentatives de sabotage au nord. À partir de ces deux repères, l'enquête adopte une logique de chaîne causale. Une approche d'officier, d'abord perçue comme une rumeur banale dans les cercles militaires de Ouagadougou, remonte rapidement vers la direction de la sécurité nationale, puis jusqu'à la présidence. Les premiers rapports internes décrivent un schéma rodé, flatterie mesurée, promesse d'une transition maîtrisée, argumentaire soigneusement calibré pour paraître légitime. Les, les soldats approchés, aguerris par les terrains difficiles, détectent l'anomalie et choisissent de jouer le jeu afin d'exposer les relais impliqués. Dans cette séquence, la présence d'Ibrahim Traoré demeure volontairement en retrait mais structurante. Il exige une observation sans précipitation, afin que chaque indice puisse être relié à son origine. Ce choix transforme l'affaire en contre-piège patient. Plutôt que d'affronter frontalement l'intermédiaire, les forces burkinabées infiltrent le dispositif adverse. Les rencontres se succèdent dans des cafés, des parkings isolés, des halls d'hôtels. Les lieux changent, la méthode reste identique. Tester la loyauté, acheter le silence, mesurer les failles. Lorsque les informations convergent, le tableau se précise. Des agents transitent par des capitales voisines, des ONG écrans servent de relais financiers, des communications chiffrées couvrent les déplacements. La tentative d'achat apparaît alors pour ce qu'elle est, la façade visible d'un réseau installé depuis plusieurs mois, cherchant à remodeler la cohésion militaire par pression économique et récits hostiles. Cette compréhension nouvelle referme la première dette de curiosité. La menace la plus sérieuse ne vient pas des armes visibles, mais d'une addition de signaux faibles capables d'éroder un État sous tension. Au cœur de l'opération, un petit groupe de soldats devient le fil conducteur du récit.
Ils ne cherchent ni reconnaissance ni exposition publique. Leur rôle est ailleurs. Comprendre que l'approche étrangère n'a rien d'un partenariat discret, mais qu'elle constitue un test précis, calibré pour repérer des fissures potentielles dans la chaîne de commandement. Cette lucidité initiale transforme des individus ordinaires en capteurs stratégiques. Le premier témoignage provient d'un sous-officier expérimenté, familier des communautés du Nord. Lors d'un rendez-vous dans un café discret, l'intermédiaire évoque une transition douce qui ne demanderait qu'un silence temporaire. Le ton est feutré, presque professionnel. Le soldat feint l'hésitation, pose des questions et note chaque détail. Ce comportement, apparemment passif, permet d'identifier les éléments de langage récurrents et les promesses soigneusement standardisées. Un second officier, chargé de la liaison avec la hiérarchie, observe la même mise en scène lors d'une rencontre ultérieure. Message chiffré, lieu choisi pour donner l'illusion d'un cadre légitime, référence constante à des soutiens extérieurs. En jouant les hésitants, les soldats tracent progressivement une cartographie des relais impliqués. Chaque interaction ajoute une pièce au puzzle et révèle que l'offre financière n'est qu'un levier parmi d'autres. Les impacts précoces sont déjà visibles. Dans les cercles militaires, la circulation contrôlée de l'information renforce la vigilance collective. Les rumeurs cessent d'être des bruits diffus pour devenir des signaux analysés. Cette dynamique montre que la loyauté, lorsqu'elle est éclairée, cesse d'être abstraite pour devenir un outil opérationnel. C'est là une idée qui traverse toute l'histoire. La cohésion éclairée neutralise l'ingérence avant la rupture. Avant, il n'y avait qu'une rumeur. Après, il y a une opération entièrement cartographiée. Entre les deux, une succession d'événements minutieusement observés qui transforment un soupçon diffus en certitude opérationnelle. Tout commence par un déclencheur discret. Un intermédiaire étranger, bien introduit, approche certains officiers à Ouagadougou avec la promesse d'un soutien discret. Les mots sont choisis, les références floues, l'offre volontairement incomplète. Cette première approche n'alarme pas immédiatement. Elle ressemble à tant d'autres tentatives de contact dans une région sous pression permanente. Pourtant, un détail intrigue, la cohérence du discours, trop lisse pour être improvisée. L'information remonte, est recoupée, puis transmise aux analystes de la sécurité nationale. La montée s'opère sans bruit. Ibrahim Traoré donne une consigne simple: observer, ne pas interrompre, laisser la mécanique se dévoiler. Les soldats approchés reçoivent l'ordre de feindre l'hésitation, de poser des questions, de gagner du temps. Chaque échange devient une source, chaque rendez-vous un point de données. Les lieux varient: cafés discrets, parkings isolés, halls d'hôtels fréquentés par des expatriés, mais la structure du discours reste identique. Flatterie mesurée, promesse d'une transition maîtrisée, insistance sur la discrétion. L'objectif est clair: tester la loyauté, mesurer la résistance, identifier les failles. Au fil des jours, la montée en intensité se confirme. Les rencontres se rapprochent, les messages chiffrés se multiplient, les allusions deviennent plus explicites. L'intermédiaire évoque des soutiens régionaux, laisse entendre l'existence de financements déjà mobilisés, suggère que le moment approche. Les soldats transmettent chaque détail. Les services recoupent avec d'autres signaux: déplacements suspects, flux financiers liés à des ONG écrans, appels cryptés vers des capitales voisines. La rumeur initiale se transforme en schéma cohérent. La bascule intervient lorsqu'une date est annoncée. L'intermédiaire parle d'un appui financier massif, d'une logistique prête, d'un plan de communication destiné à présenter certains officiers comme des acteurs d'une transition inévitable.
Cette annonce déclenche une surveillance renforcée des flux financiers. Les enquêteurs identifient des transferts anormaux, repèrent des relais régionaux et confirment que l'argent doit être remis en liquide. Le piège se referme lentement. Le 8 novembre 2024 marque le point culminant. Une réunion finale est fixée dans un hôtel du centre-ville, dans une salle neutre choisie pour donner l'illusion d'une négociation professionnelle. L'intermédiaire arrive avec une mallette lourde. Il croit conclure. Il ignore que l'opération est suivie en temps réel. Lorsque la phrase codée est prononcée par l'intervention est déclenchée, rapide, sèche, millimétrée. La mallette est saisie. Les acteurs sont neutralisés. Sans affrontement, la tentative d'ingérence s'effondre. Cette séquence montre comment un mécanisme patient peut être retourné contre lui-même. Ce qui devait fissurer la cohésion devient un révélateur. L'avant et l'après ne se distinguent plus par une rumeur, mais par une preuve. Au départ, le repère est brut. Ensuite, l'écart devient parlant. 5,3 milliards de francs. CFA transite entre juillet et octobre, puis une partie réapparaît en liquide au moment critique. Ce passage du flux abstrait à la matérialisation opérationnelle transforme un soupçon financier en preuve d'intention. On peut d'abord regarder les flux. Les analystes fixent une ligne de base, des transferts présentés comme humanitaires, dispersés, difficiles à relier. Puis vient le delta, une concentration soudaine des montants, des redirections triangulaires et l'apparition d'ONG, écrans comme relais. L'argent cesse d'être un simple indicateur comptable pour devenir un outil d'influence. Cette lecture explique pourquoi la saisie d'une mallette n'est pas un hasard, mais l'aboutissement logique d'un circuit déjà balisé. Ibrahim Traoré insiste alors sur une règle simple. Sans traçabilité, aucun récit ne tient. On peut ensuite suivre les communications. La ligne de base montre un bruit de fond habituel dans une région instable. Le delta surgit quand 32 appels cryptés en moins de 3 semaines sont identifiés entre les agents impliqués et des supérieurs basés à l'étranger. Le volume n'est pas massif, mais sa densité est révélatrice. Les pics de communication coïncident avec des moments sensibles sur le terrain. Cette synchronie temporelle ne prouve pas seulement une coordination. Elle indique un calendrier partagé, pensé pour tester la résilience interne au moment jugé le plus opportun. Enfin, on peut observer la réaction sociale. Avant l'opération, l'opinion est fragmentée, traversée de rumeurs. Après l'intervention, plus de 1,2 million de messages de soutien en 48 heures apparaissent sur les réseaux. Le delta est net. L'affaire quitte le registre technique pour devenir un fait collectif. Cette mobilisation rapide n'ajoute pas un fait nouveau au dossier, elle en confirme la lisibilité publique. Lorsqu'un mécanisme clandestin est exposé par des preuves compréhensibles, l'adhésion suit. Ces, ces trois ensembles de données ne fonctionnent pas isolément. Les flux financiers pendant l'intention, les communications révèlent la coordination, la réaction sociale mesure l'impact. Ensemble, ils forment une cartographie cohérente où chaque élément renforce l'autre. La preuve n'est plus seulement juridique, elle devient narrative, capable d'être partagée sans distorsion majeure. Cette phase répond à la seconde dette de curiosité, ouverte plus tôt. Comment une rumeur devient-elle une certitude? Par l'accumulation disciplinée d'indicateurs limités, expliqués et reliés. La sobriété des chiffres compte autant que leur existence. Trop de données diluent le sens, trois repères clairs le renforcent. En filigrane, une leçon se dégage. L'ingérence moderne n'avance pas à découvert. Elle laisse des traces faibles mais mesurables. Lorsqu'un État choisit de penser en écart plutôt qu'en absolu, il transforme ces traces en levier de décision.
Ici, la preuve n'a pas déclenché une escalade. Elle a verrouillé une compréhension commune. C'est ce verrouillage qui rend la manœuvre inopérante. Deux lectures opposées s'affrontent après la mise au jour du dispositif. La première, portée par plusieurs acteurs diplomatiques et analystes externes, affirme qu'un État, sous forte contrainte sécuritaire et économique, ne peut se permettre de durcir excessivement sa posture. Selon cette thèse, la réduction de certaines coopérations expose à des pertes de ressources critiques. Financement, expertise technique, accès à des réseaux logistiques. La dépendance, dans ce cadre, serait un compromis pragmatique. Les défenseurs de cette position ajoutent que la fermeture des canaux informels pousse les influences à se déplacer vers des circuits plus opaques, donc plus difficiles à détecter. La seconde lecture, défendue par des intellectuels africains et des responsables de la société civile, soutient l'inverse. Pour eux, l'affaire révèle que les dispositifs d'ingérence prospèrent précisément dans les zones grises de la coopération conditionnelle. Les aides présentées comme neutres peuvent devenir des leviers politiques capables de tester des loyautés et de remodeler des récits sans jamais apparaître comme des pressions directes. Dans cette optique, la prudence excessive n'est pas un bouclier, mais une vulnérabilité prolongée. La mallette ne serait pas une anomalie, mais un symptôme. La réponse la plus solide ne se situe ni dans l'adhésion totale à l'une de ces positions, ni dans leur rejet. Elle se trouve dans les faits établis par l'enquête. Les flux financiers identifiés montrent une intention structurée. Les communications cryptées indiquent une coordination disciplinée. La réaction nationale confirme une compréhension partagée du risque. Ces éléments suggèrent que le problème n'est pas l'existence de relations extérieures, mais l'absence de contrôle sur leurs leviers. Dans cette lecture factuelle, la coopération n'est pas abandonnée, elle est requalifiée. Les partenariats utiles sont ceux qui acceptent la transparence et la traçabilité. Les autres deviennent des facteurs de risque mesurables. Cette distinction permet de dépasser l'opposition binaire entre ouverture et rupture. En formulant chaque position dans sa version la plus solide, on découvre un point de convergence inattendu. Tous reconnaissent la nécessité de ressources et de stabilité. La divergence porte sur la méthode. Les données issues de l'affaire montrent qu'une vigilance active fondée sur des indicateurs limités mais explicites réduit le coût stratégique de la souveraineté. Elle ne supprime pas les contraintes, elle les rend lisibles. Ce point marque un basculement analytique. L'affaire n'est plus l'histoire d'une tentative d'échouer, mais la preuve qu'un dispositif d'ingérence fonctionnait depuis des mois sans être perçu comme tel. La mallette n'est qu'un symptôme visible, apparu tardivement, d'un mécanisme beaucoup plus discret. Le changement de perspective est décisif. Jusqu'ici, l'attention portait sur l'intermédiaire, l'argent, les rendez-vous. Désormais, le cœur du problème se déplace vers la durée. Les ONG écrans, les relais régionaux, les communications chiffrées montrent que l'objectif n'était pas une rupture brutale, mais une érosion progressive. Tester, observer, ajuster. Avancer sans déclencher d'alerte frontale. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré prend un sens nouveau. En parlant de guerre invisible, il ne désigne pas une menace future, mais un affrontement déjà en cours, mené sur le terrain des perceptions, des loyautés et du temps long. La patience exigée au début de l'enquête apparaît alors comme une réponse stratégique à une attaque silencieuse. Cette révélation médiane referme une troisième dette de curiosité. Pourquoi tant de prudence? Pourquoi laisser la manœuvre avancer? Parce que frapper trop tôt aurait neutralisé un acteur, mais laissé intacte l'architecture. En laissant le dispositif se déployer juste assez, les autorités ont pu en comprendre la logique complète.
À partir de ce point, le récit change d'échelle. Il ne s'agit plus d'empêcher un geste, mais d'anticiper un système. Les répercussions de l'opération déjouée se déploient simultanément dans 4 sphères, chacune révélant une facette différente de l'impact réel de l'ingérence neutralisée. L'affaire cesse d'être un épisode sécuritaire pour devenir un révélateur systémique. Pour l'État, l'effet est d'abord institutionnel. La mise à nu du réseau clarifie les vulnérabilités internes et renforce la confiance dans la chaîne de décision. Les services comprennent que la menace ne venait pas seulement des fronts visibles, mais des circuits feutrés où circulent l'argent et les récits. Les protocoles de vigilance sont renforcés, la coordination interservices s'améliore et la preuve documentée devient un outil de gouvernance. Dans ce cadre, la ligne défendue par Ibrahim Traoré, observer, relier, puis agir, s'impose comme une méthode reproductible fondée sur le contrôle des leviers plutôt que sur la réaction émotionnelle. Pour l'économie, l'impact se lit dans les choix correctifs. L'affaire met en lumière les failles exploitées par les réseaux extérieurs, notamment dans les secteurs miniers et humanitaires. Les autorités accélèrent la renégociation de certains contrats jugés déséquilibrés. Les premiers ajustements produisent des effets mesurables sur les recettes fiscales et la transparence des flux. Cette réorientation ne promet pas une croissance immédiate, mais elle réduit la dépendance aux circuits opaques. L'ingérence, ici, agit comme un signal d'alarme économique. Sans traçabilité, la vulnérabilité devient structurelle. Pour la société, la conséquence est plus diffuse mais tout aussi déterminante. La diffusion publique des preuves transforme une opération clandestine en prise de conscience collective. Les, les citoyens comprennent que la tentative d'achat n'était pas un cas isolé, mais un mécanisme. Dans les écoles, les radios communautaires, les marchés, le récit est discuté, reformulé, approprié. La figure du soldat loyal devient un symbole discret de résistance civique. Cette dynamique renforce une vigilance partagée, où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une responsabilité quotidienne. Pour la région, enfin, l'épisode agit comme un précédent. Le Mali et le Niger saluent publiquement la vigilance burkinabé, y voyant la preuve qu'un dispositif d'ingérence peut être infiltré puis neutralisé sans escalade militaire. À l'inverse, certaines chancelleries extérieures adoptent un ton plus réservé, parfois silencieux. Ce contraste modifie le rapport de force symbolique. Le Burkina Faso n'apparaît plus seulement comme un espace sous pression, mais comme un acteur capable d'imposer ses lignes rouges. Pris ensemble, ces effets les montrent que la tentative avortée n'a pas simplement échoué. Elle a redistribué les perceptions, réorganisé les priorités et redéfini ce que signifie résister dans un environnement de pression multiple. À partir des dynamiques enclenchées après l'opération, 3 trajectoires se dessinent pour les mois à venir. Elles ne relèvent ni de la spéculation gratuite, ni d'un optimisme de façade. Chacune prolonge des signaux déjà observables dans les institutions, l'économie et les alliances régionales. Dans l'hypothèse la plus probable, l'État maintient le cap défini après la mise au jour du réseau. Les contrôles financiers deviennent routiniers, les audits ciblés sur les ONG écrans se normalisent et la réforme interne des forces armées progresse sans rupture brutale. La croissance reste modérée, portée par une meilleure lisibilité des flux et par une réduction progressive des zones grises. La coopération extérieure se poursuit, mais sous condition de traçabilité. Ce scénario ne supprime pas les pressions, il les rend gérables. Si la coordination régionale se renforce, notamment avec le Mali et le Niger, une dynamique plus ambitieuse peut émerger. La mutualisation de certaines capacités, veille économique, échange de données, logistique, réduit les angles morts exploités par les réseaux d'ingérence.
Dans ce cadre, les réformes internes gagnent en crédibilité, attirent des partenariats plus transparents et soutiennent une croissance plus robuste. La souveraineté n'est plus défensive, elle devient structurante, capable d'orienter les choix économiques et diplomatiques. La trajectoire la plus fragile reste toutefois plausible. Les réseaux neutralisés peuvent se reconfigurer, changer d'intermédiaire, déplacer leur levier vers la désinformation ou la pression diplomatique. Un isolement financier mal anticipé, des sanctions indirectes ou des campagnes narratives hostiles pourraient fragiliser la cohésion interne. Dans ce cas, une contraction économique, même limitée, suffirait à rouvrir des failles. La menace ne disparaît pas, elle s'adapte. Face à ces trois chemins, une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que de choisir un scénario comme une prophétie, il faut penser en conditions. Si la traçabilité progresse, alors la résilience augmente. Si les zones grises se rouvrent, alors la pression revient. Cette approche conditionnelle permet d'éviter les illusions et de garder la décision ancrée dans des indicateurs observables. La stabilité future dépendra moins des intentions déclarées que de la discipline appliquée au quotidien. Pour le public urbain, l'affaire agit comme une rupture nette avec une longue période de résignation. La révélation d'un mécanisme d'ingérence concret, documenté, compréhensible, transforme la manière d'appréhender la politique nationale. Les discussions quittent le registre des intentions pour entrer dans celui des méthodes. Dans les lieux de travail, les médias locaux, les espaces de débat, une idée s'impose. Comprendre les leviers compte autant que dénoncer les résultats. Cette évolution renforce une attente nouvelle envers les institutions, centrée sur la preuve et la traçabilité. Chez les jeunes, très nombreux dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, l'impact est plus existentiel. L'épisode rappelle que les menaces ne proviennent pas seulement des frontières ou des armes visibles, mais aussi de récits enjoliveurs et de promesses calibrées. Cette prise de conscience nourrit un engagement plus concret: participation au programme de service civique, implication associative, intérêt accru pour les questions de souveraineté économique et informationnelle. L'autonomie cesse d'être un slogan lointain, elle devient un terrain d'action possible. Dans les zones rurales, la lecture est différente mais complémentaire. Beaucoup y perçoivent la preuve que la stabilité nationale protège directement leurs activités quotidiennes. Une tentative d'ingérence n'est plus abstraite. Elle met en danger la continuité des récoltes, des coopératives, des réseaux de solidarité. Cette compréhension renforce l'adhésion aux dispositifs de vigilance locale et à la circulation ascendante de l'information vers les autorités. Ces trois regards ne convergent pas par hasard. Ils montrent que l'affaire dépasse le cercle sécuritaire pour toucher des préoccupations concrètes. La souveraineté, ici, n'est pas idéologique. Elle se manifeste dans la capacité de chacun à reconnaître les signaux faibles, à relayer les alertes et à refuser les arrangements silencieux. Ce déplacement du regard prépare la suite: transformer l'élan civique en organisation durable. Transformer l'élan né de l'affaire en stratégie durable exige une méthode claire, articulée autour d'actions mesurables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est plus seulement de réagir à une ingérence déjouée, mais d'installer une capacité permanente d'anticipation. D'abord, il faut assainir les flux financiers. Le ministère de l'économie généralise des audits réguliers sur les ONG et structures opérant dans les secteurs sensibles. Les transferts au-delà d'un seuil défini sont soumis à validation renforcée par la cellule anti-blanchiment. Le critère de succès est simple: le nombre d'anomalies détectées et corrigées avant qu'elles ne deviennent opérationnelles. Ensuite, il faut sécuriser la chaîne de commandement.
Les forces armées adoptent un protocole interne en 3 niveaux d'alerte pour identifier rapidement les approches suspectes. Les unités de terrain reçoivent une formation ciblée sur la gestion des contacts extérieurs et la remontée d'informations. La performance se mesure par la rapidité de signalement et la qualité des rapports transmis. Il faut aussi consolider le tissu civique. Les collectivités locales lancent des ateliers sur la désinformation et les menaces hybrides. Les écoles introduisent des modules de sensibilisation. L'indicateur clé devient le taux de participation et la multiplication d'initiatives citoyennes autonomes, capables de relayer des signaux faibles. Enfin, la coordination au niveau régional devient décisive. Avec le Mali et le Niger, une plateforme de veille économique et sécuritaire est mise en place pour partager données critiques et alertes précoces. Le succès se juge à la capacité collective d'anticiper plutôt que de subir. Cette feuille de route referme la dernière dette de curiosité. Comment empêcher la répétition? En transformant une victoire ponctuelle en discipline quotidienne, où chaque acteur sait quoi observer, quand agir et comment mesurer l'effet. Au moment où l'attention médiatique retombe, un motif discret demeure, celui des soldats infiltrés qui, dès le début, ont accepté de jouer un rôle ingrat pour protéger l'essentiel. On les retrouve en filigrane dans chaque étape du récit, des cafés anonymes au hall d'hôtel, non comme des héros mis en avant, mais comme des points d'ancrage silencieux. Leur vigilance patiente devient une mémoire partagée, citée dans les cercles militaires comme dans les conversations ordinaires. Ce rappel donne une cohérence émotionnelle à l'ensemble. L'affaire n'est plus seulement une suite de chiffres, de flux et de scénarios. Elle devient l'histoire d'une discipline collective où la retenue vaut autant que l'action. En ce sens, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît non comme un geste spectaculaire, mais comme une méthode. Tenir la ligne, laisser parler les preuves, refuser la précipitation. Le motif des soldats infiltrés agit alors comme un miroir. Il rappelle que la souveraineté ne se défend pas uniquement dans les moments visibles de crise, mais dans des choix répétés, souvent invisibles, faits par des individus ordinaires. Cette continuité transforme une opération réussie en repère identitaire. La loyauté éclairée peut encore changer un destin. En refermant ce chapitre, une impression persiste. Ce qui a été protégé dépasse un régime ou une conjoncture. C'est la capacité d'un pays à se reconnaître dans ses propres gestes. Lorsque le récit s'achève, il ne se referme pas sur une certitude, mais sur une question collective. Ce qui s'est joué autour d'une mallette et de quelques rendez-vous feutrés invite à repenser la manière dont une société entière se protège des pressions invisibles. La souveraineté, ici, n'apparaît ni comme un mot d'ordre figé, ni comme un repli, mais comme une pratique quotidienne faite d'attention et de lucidité. Ce débat dépasse les institutions. Il s'installe dans les quartiers, les écoles, les lieux de travail, là où chacun interprète les signaux, relaie les alertes et choisit de ne pas céder aux arrangements silencieux. La vigilance ne se décrète pas, elle se construit dans le dialogue et la compréhension partagée. En ce sens, la trajectoire esquissée par Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion aveugle, mais une participation réfléchie. Comprendre les mécanismes, questionner les récits, demander des preuves, ces gestes simples deviennent des actes civiques. La conversation reste donc ouverte. Elle dépend de ce que chacun retient de cette affaire et de la manière dont il relie ses enseignements à son propre quotidien.